Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde. Alors, avant de commencer à discuter tous ensemble, je vais rappeler un petit peu les règles de fonctionnement de Livestorm. Donc, vous avez à votre disposition en bas à droite les sondages. On va vous en donner quelques-uns auxquels vous pourrez répondre tout au long de cette séance. Ensuite, vous avez l'onglet questions. Alors, les questions, on prendra 15 minutes à la fin de cette séance pour y répondre. Donc, si vous voulez anticiper, voilà, n'hésitez pas à les poser, puis on fera le tri, on leur répondra en direct à la fin. Et puis, vous avez aussi le chat qui est à votre disposition, tout à droite. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir pour échanger entre vous. Alors, cette table ronde, eh bien, de quoi va-t-elle parler eh bien, de comment sensibiliser les plus jeunes aux dons. Et pour ce faire, on a autour de cette table virtuelle Isabelle Silbon, qui est experte en communication ludo-éducative, fondatrice de l'agence 612, conseillère en communication pour les enfants et puis présidente du Cercle des petits philanthropes. On a aussi avec nous Jérémy Mani, qui est cofondateur d'Altrui, le réseau social de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Et puis vous êtes aussi à l'initiative d'un podcaston dont vous nous parlerez un petit peu plus tard au cours de cette séance. Et puis avec nous, Antoine Vaccaro, président de Force for Good, je ne sais plus si on a besoin de le présenter, à qui je donne la parole pour entamer cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour cette table ronde. Alors, je vais faire une introduction pour ce sujet qui est tellement important, la sensibilisation des jeunes à la philanthropie et aux dons. Et je vais essayer d'expliquer en quoi, finalement, la générosité n'est pas une affaire simplement de fundraising, de montant de collecte et de mobilisation en fait, d'énergie au profit de l'intérêt général. Je pense qu'il est peut-être intéressant de faire un retour sur des fondamentaux beaucoup plus profonds qui sont à l'origine peut-être de l'expression de la générosité chez les individus. Alors, d'abord, pour dire, c'est pour ça que cette table ronde est importante, moi je suis persuadé, et en tout cas on le vérifie dans les différentes observations que nous avons pu réaliser, c'est que la générosité est une affaire de culture, et toutes les cultures ne sont pas au même niveau de générosité, en tout cas d'accès à la générosité, et surtout que c'est une affaire d'éducation. Parce que comme l'écrit en fait Charles Darwin, il exprime dans son ouvrage l'idée que la générosité est en fait une erreur génétique, une erreur de l'évolution. C'est plutôt une belle erreur, parce qu'il oppose en fait le gène égoïste, qui est probablement le plus grand moteur pour permettre à l'individu de s'exprimer et de se réaliser, face à un gène qui est plutôt, lui, dans l'élément qui pousse au partage et à la collaboration. Donc on a d'un côté le gène généreux et face au gène égoïste. Donc c'est quand même un combat qui est finalement assez permanent et assez fondamental. Et cette instabilité de cette relation entre ce gène généreux et ce gène égoïste nécessite immanquablement la nécessité de revenir régulièrement au travail, à l'éducation de cette pratique. Ce qui a permis aujourd'hui à l'humanité de se développer, c'est plus de la mise en œuvre d'un système collaboratif du gène généreux, à contrario d'un gène égoïste qui serait là pour diviser et pour exercer un pouvoir au détriment de l'autre ou de son environnement. Dans la théorie des jeux qui a été analysée, le collaboratif est souvent beaucoup plus performant que, on va dire, celui qui sépare ou celui qui divise. Donc ça, c'est un point important. On est dans quelque chose d'assez anthropologique et assez profond. Qui plus est, dans des analyses qui ont été faites par un certain nombre de chercheurs américains, la générosité permet en fait l'expression de gènes favorables en fait à l'émotion, à l'évolution positive de l'activité humaine. Et cette expression, en fait, cette expression de la générosité introduit en fait un élément de bonheur pour celui qui l'exprime. Pour aller un tout petit peu plus loin sur des études qui ont été faites à l'université du Wisconsin, sur des longues cohortes, des analyses longitudinales, on a montré en fait que les personnes qui étaient volontaires, engagées, associativement présentes dans des missions, des projets
d'intérêt général, finalement vivaient en meilleure santé et plus longtemps. Donc en fait, ce gène généreux, en même temps, est au service de celui qui exprime sa générosité, puisque il en tire en fait un tas de bénéfices personnels au niveau de la santé et de sa longévité. Pour aller encore plus loin dans la philosophie, René Descartes, dans un traité qui s'appelle Les Passions de l'âme, que je recommande de lire, lui précise que la générosité, en fait, la vertu première, la vertu principale, sans laquelle toutes les autres vertus ne pourraient pas s'exprimer. Donc là, il met la barre effectivement assez haut, puisque lui considère que la générosité est la vertu première et celle qui finalement permet l'expression de toutes les autres qualités humaines que l'on pourrait exprimer. Et si elle est une condition finalement du bien-être et du bonheur, il est évident que dans le don, lorsque je donne, même si j'exprime, comme il dit, j'exprime mon sentiment de libre arbitre avec le souhait de n'en manquer jamais, quelque part, je crée une relation avec autrui qui est favorable à autrui, mais qui m'est aussi favorable. Charles Selen, qui est un chercheur et un docteur en sciences sociales, dans un de ses articles, exprimait que la recette du bonheur était finalement assez identifiée à la capacité d'exprimer sa libéralité et sa générosité. Et il parlait en fait, pour avoir une dose de bonheur encore plus forte, d'activer une sorte de vitamine G, qui serait la vitamine de la générosité, qui serait un élément qui permettrait à l'expression de notre personnalité de se présenter dans le meilleur rayonnement et le plus grand prestige et valeur pour celui qui l'exprime. Alors, une fois que j'ai dit tout cela, pourquoi il est si important de revenir finalement à la question de la culture et de l'éducation? Comme je dis, c'est cette expression de générosité finalement assez instable, il faut la travailler. Et comme l'humanité retombe toujours en enfance, si on ne fait pas ce travail dès le plus jeune âge auprès des plus jeunes pour les amener à cette pratique de générosité et d'altruisme, ben finalement, on risque de voir retomber tous les bienfaits de cette pratique et tout est toujours à recommencer. Et quand les choses sont à recommencer, elles sont toujours plus coûteuses que si on les entretenait de manière régulière, de façon à ce que lorsque le plus jeune s'engage dans une vie associative ou une vie d'échange et de pratiques collaboratives, ben ça le suivra tout au long de sa vie. Et si on a un petit peu de temps lors de cette rencontre, si on peut parler du test du caramel, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, ça permettra d'illustrer mon propos de façon un peu plus précise que par rapport à ces généralités et à toutes ces théories. En tout cas, je vous remercie et je laisse la parole à notre animatrice. Merci Antoine. Je vais passer la parole à Isabelle Sidbon. On va en parallèle publier un petit sondage parce qu'on va parler de la générosité chez les plus jeunes. Hein, c'est bien le sujet de cette table ronde aujourd'hui. Mais Isabelle, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Ah, on ne t'entend pas Isabelle, il faut que tu réactives ton micro. Je remets le micro. Bonjour. Merci. Difficile de continuer après Antoine, mais je vais essayer de faire un enchaînement tonique. Donc, je suis Isabelle Sidbon, directrice de l'agence 612, que j'ai fondée il y a 33 ans. Et je suis également, grâce à Antoine et Force for Good et au Good Raising Network, dont je suis membre, présidente du Cercle des petits philanthropes. Alors, pour résumer un petit peu nos 33 ans, si on pourrait le dire, c'est que nous avons fait des expérimentations pour initier les enfants au vivre ensemble et au bonheur. Donc, Charles Selen souligne toujours qu'il y a besoin de ce bonheur puisqu'il était co-animateur de la Fabrique Spinoza et il est très, il nous aide beaucoup sur les définitions des définitions de l'apprentissage du don. C'était une petite introduction, donc je ne sais pas si je suis toujours dans le timing. Si, Isabelle, pas de problème. Je vais vous lancer sur la première question. C'est pourquoi est-ce que c'est important d'éduquer les enfants au don?
Est-ce qu'on peut commencer par là? Alors pourquoi? C'est une très bonne question parce que avant le comment, c'est pourquoi. C'est-à-dire que l'enfant peut être un ambassadeur dans les foyers, peut-être un futur donateur, peut-être un futur récepteur. L'enfant a un rôle stratégique dans la communauté et de le cultiver dès le plus jeune âge lui permet d'acquérir tous les ingrédients pour devenir un être humain accompli. Et le don est un apprentissage fondamental puisque c'est le rapport aux autres, c'est un rapport transactionnel, c'est à l'autre, à autrui, ça lui permet de se connecter à lui-même et à sa collectivité tout au long de sa vie. C'est un apprentissage fondamental qui lui permet de pouvoir trouver sa place dans l'univers. D'abord dans sa classe, dans sa famille, dans sa ville, dans son territoire et plus. C'est-à-dire que chaque apprentissage lui permet de lui donner les codes de la communauté qui l'entoure. Donc, le don fait partie d'un apprentissage fondamental, puisque si il apprend à donner, il apprend à recevoir et il connaît tous les circuits de l'apprentissage des personnes qui l'entourent, y compris l'apprentissage des langues, parce que pour donner, il faut savoir à qui donner, dans quelle langue. Enfin, il y a tout un apprentissage pointu pour pouvoir donner aux enfants les fondamentaux de la vie en collectivité. Maintenant qu'on a répondu au pourquoi c'était important, est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment on peut éduquer ses enfants à cette générosité, justement? Alors, comment? Alors, c'est un apprentissage. Alors, nous, on travaille sur les circuits apprenants, donc on a une spécificité depuis 33 ans. Nous sommes les créateurs du ludopédagogique, donc c'est l'apprentissage par le jeu, c'est-à-dire donner à l'enfant de nouveaux apprentissages, emmener l'enfant dans de nouveaux apprentissages au travers d'outils, grâce à des outils ludiques qui permettent de dédramatiser le thème et de donner à l'enfant un circuit, toutes les clés du sujet. Donc le don, quand on dit comment expliquer le don aux enfants, donc on se pose la question à quel âge on peut commencer. On peut commencer très tôt. Pour commencer, il faut avoir tous les fondamentaux, c'est-à-dire choisir savoir pourquoi on va lui expliquer le don, dans quel contexte, qui est la personne qui l'entoure, puisque l'enfant, quand il est jeune, il est entouré, il a toujours un encadrant, donc l'encadrant est une soupape, enfin c'est une soupape de sécurité, mais c'est aussi un levier d'apprentissage à activer, puisqu'on ne peut pas s'adresser directement aux enfants. Donc nous, depuis 33 ans, nous intervenons sur les lieux de vie des enfants et nous choisissons le lieu de vie et le message pour arriver avec le bon message sur le bon terrain. Alors, nos terrains de jeu sont les écoles, les centres de loisirs, mais nous avons aussi développé des actions dans les avions. On peut communiquer partout où se trouve l'enfant avec le bon message et avec la complicité de l'encadrant. Alors, si c'est l'école, c'est l'institutrice. Si c'est le centre de loisirs, c'est l'animateur du centre de loisirs. Si c'est dans l'avion, c'est l'hôtesse de l'air. Enfin, chaque fois qu'il y a un encadrant qui accompagne l'enfant, nous allons lui donner le bon outil et le bon message. Ensuite, il y a aussi un point important dans l'apprentissage du don, c'est donner suffisamment d'éléments à l'enfant pour qu'il puisse comprendre la question, parce que quand ils sont très très jeunes, il y a une question de vocabulaire qui est fondamentale. C'est-à-dire que on parle du don, mais il faut élargir le champ d'application aux connaissances de l'enfant. C'est-à-dire que plus
on interagit tôt, plus on donne de l'importance au visuel et à l'acquisition du vocabulaire du sujet que l'on traite. Donc, si le don, c'est comment apprendre à l'enfant de donner dans un contexte de philanthropique, il faut lui expliquer la philanthropie, il faut lui expliquer l'autre, il faut lui donner les enjeux dans son langage, de manière ludique et aussi au bon moment. C'est-à-dire que effectivement, il y a des sujets qu'on aborde plus facilement à des périodes de sensibilisation des enfants. Donc à Noël, on peut lui parler du Noël du bout du monde. Si c'est à Pâques, le faire participer à des kermesses ludiques ou déguisées, c'est-à-dire qu'on va trouver le levier qui va permettre de rendre le sujet attractif et de donner à l'enfant les outils qu'il faut pour participer. Faire participer l'enfant, c'est de lui tendre une perche de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va lui donner la possibilité de devenir le héros d'une action. Et l'enfant adore qu'on l'implique d'abord parce qu'il aime apprendre au début, je dis au début. Ensuite, il aime les méthodes ludiques. Il aime se valoriser auprès de sa communauté, donc de sa classe, de sa famille, de manière élargie. On a souvent donné aux enfants des micros, ils ont parlé à la télévision, ils ont parlé à la radio. Les enfants sont ravis d'apprendre et ravis d'apprendre à donner, puisque ça fait partie des apprentissages. Donc, le lieu, la méthode que nous préconisons pour apprendre le don aux enfants, c'est de choisir le lieu, la période, avoir un bon discours, favoriser le jeu ou d'une dynamique collective qui permet à l'enfant de valoriser ses savoirs auprès de sa communauté proche ou lointaine et de développer une communication avec lui sur le long terme. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que plus on agit tôt et plus l'enfant peut s'impliquer dans des opérations de grande envergure qui sont rendues possibles aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Avant, quand on intervenait dans les écoles, on se demandait où était la clé du vidéoprojecteur. Aujourd'hui, avec des autorisations préfectorales et étatiques, on peut permettre à un enfant de Saint-Malo d'être en connexion avec un enfant de Mogadiscio. Ça veut dire que si l'enfant sait où va son don, on crée du lien grâce aux nouvelles technologies, qu'on ouvre l'école vers un univers planétaire, on peut donner à l'enfant un rôle magnifique qui va le suivre tout au long de sa vie. Oui. Et Isabelle, dans ce que vous dites, en fait, l'enfant aussi devient ambassadeur. On lui a transmis un savoir qu'il a acquis et lui-même transforme l'essai, comme vous le dites, au sein de sa propre communauté. Et donc, du coup, on a un enseignement aussi horizontal où ça rayonne d'enfant à enfant. Exactement. C'est-à-dire que si on pose la question du ROI, le retour sur investissement de l'éducation des enfants, je pourrais vous dire que les opérations que nous avons menées avec l'UNICEF, l'opération Bricado qui a permis aux enfants de fournir des dessins qui sont devenus des papiers cadeaux que vous trouvez en rayon régulièrement, ça a permis aux enfants de participer à une action d'envergure internationale. Quand on a monté l'opération Un compte ouvert, un bébé vacciné, on a permis à des bébés dans les maternités, ils n'étaient pas au courant, mais ils étaient acteurs d'un don qui a permis de vacciner 42% des enfants afghans des 7 maladies de l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée un dispositif qui est somme toute sophistiqué, mais c'est tout à fait pertinent puisque ça permet de donner à l'enfant un rôle et de faire rayonner l'opération avec des moyens techniques et technologiques qui sont sophistiqués parce que les résultats sont complexes. Vous avez vu, il y a plein de leviers, mais c'est durable puisque tout au long de sa vie, l'enfant va s'appuyer sur ses connaissances. Et je prendrai comme exemple le mien, si vous permettez. Moi, à 9 ans, on m'a donné des timbres de l'UNICEF à vendre en m'expliquant qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim dans le monde. Eh bien,
j'étais choquée de voir qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim. Nous, on était bien nourris. Mes copines et mes copains étaient bien nourris et je comprenais au début pas pourquoi les gosses n'avaient pas à manger. Donc, j'ai été voir le curé de la place de la Chambaudie dans le 12e et je lui ai dit, monsieur le curé, vous savez qu'il y a des enfants qui meurent de faim? Et il m'a invité à vendre les timbres dans l'église après la messe du dimanche. Et j'étais devenue la meilleure vendeuse de timbres de France. Et aujourd'hui, je continue à travailler pour l'UNICEF. Donc, et continue à faire des campagnes pédagogiques dans les écoles. Donc, c'était formateur. Et je remercie l'UNICEF et le curé de la rue de la Chambaudie que j'ai remercié plusieurs fois pour sur l'encadrement qu'il a su donner. Alors que j'étais toute petite, à 9 ans, j'allais sur le chemin de l'école, il y avait cette église. Donc, c'est quand même une part volontaire. Ça a réveillé chez moi beaucoup beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça m'a permis de gérer ces émotions-là. Quand on est enfant, on trouve que c'est injuste qu'il y ait d'autres enfants qui souffrent. Et donc, on leur donne les outils pour devenir des adultes responsables et pouvoir œuvrer grâce à l'enseignement qu'ils ont reçu. Vous êtes la preuve vivante qu'il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, finalement. Au berceau. Ce qui me fait dire que j'ai lancé le sondage pour savoir s'il fallait sensibiliser justement aux dons les enfants dès l'âge de 6 ans et on me répond à 93% oui. Yes, et bravo. Donc on est en il y a quand même un non. Hein. Quelqu'un qui a répondu non. Oui. Qu'il ou qu'elle se manifeste. Pourquoi? On aimerait savoir. Répondez-nous dans le chat, ça nous éclairerait. Isabelle, merci. Jérémy, vous occupez plutôt des grands enfants, plutôt des jeunes adultes avec Altrui. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà 2 mots qu'on comprenne bien ce que vous faites? Les jeunes adultes connectés, on va dire. Peut-être juste avant, si je peux me permettre, parce que l'avantage de passer dernier, c'est qu'on a le temps de passer en revue la liste des participants. Et j'avoue un petit complexe de l'imposteur, parce que je vois que dans l'audience, il y a des gens qui ont un profil exceptionnel et un parcours dans la philanthropie qui est assez inspirant. Et je dois confesser que, puisqu'on parlait de curé, que de mon côté, ça fait que peut-être 1 an et demi, 2 ans, que je suis dans cet univers-là, parce que j'ai un profil plus d'entrepreneur. J'ai revendu une, puis une deuxième entreprise, et puis voilà, à l'âge de 40 et quelques années, on essaie de donner un peu de sens à sa vie, surtout quand on a gagné un peu de sous. Et c'était mon souhait de pouvoir m'investir dans cette philanthropie. Mais je vois que pour certains, ils n'ont pas attendu les 2 dernières années, donc bravo à vous, et je suis assez admiratif de tous ces parcours-là, même si vous êtes silencieux derrière l'écran, sachez que je voulais vous le dire. Alors, Altrui, il faut peut-être raconter l'origine. Chloé, si je peux prendre une minute là-dessus. Donc, vous l'avez compris, j'arrive, donc je suis entrepreneur, j'ai un peu de sous derrière moi, au sens où mes enfants sont à l'abri du besoin, l'envie de faire quelque chose. J'ai un parcours dans le digital, dans le numérique. Mes 2 entreprises étaient dans cet univers-là. Et donc, je ne sais pas si ça vous est tous arrivé, mais sûrement à un moment donné, c'est l'idée de se dire, OK, on veut être utile, mais comment et pour qui? Isabelle parlait de l'UNICEF. Moi, j'ai cherché. Et le problème, c'est que je n'ai pas su trancher. Je n'ai pas su trancher parce qu'il y a des tas d'associations, il y a des tas de causes à défendre et elles sont toutes méritantes. C'est très, très difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été très difficile de dire celle-là me plaît plus qu'une autre, me parle plus qu'une autre. Alors après, j'ai raisonné en tant qu'entrepreneur et je me suis dit finalement, elles ont toutes le même besoin, c'est d'avoir plus de donateurs et plus de bénévoles. Qu'est-ce qui ferait que, dans un monde idéal, il y ait encore plus de bénévoles, encore plus de donateurs? Et qu'est-ce qu'on peut activer comme levier, si c'est très théorique tout ça, mais pour espérer avoir 10, 15, 20% de bénévoles ou de donateurs en plus. Et puis à la lecture d'un livre sur l'altruisme de Mathieu Ricard, cette notion d'altruisme, elle est apparue assez claire pour moi et pour mon acolyte qui m'a rejoint ensuite dans l'aventure, Yves Delnat, que je remercie. C'était l'idée que l'altruisme, c'est probablement, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, le point commun ou le plus petit dénominateur commun de toutes les causes. Je vois que vous représentez dans l'assistance plein de causes différentes, mais il y a toujours cette notion de dire je ne suis pas égocentré, je suis tourné vers les autres. Je ne suis pas égoïste, je suis
altruiste d'une certaine façon. Alors, je peux rebondir sur ce que disait Antoine, il parlait du gène de la générosité et citer Darwin. Et si je ne me trompe pas, Darwin disait aussi que certes, l'égoïste surpasse l'altruiste, l'individu, mais les groupes altruistes vont plus loin, vont plus fort, sont plus efficaces que les groupes égoïstes. Et donc, cette logique nous a paru, venant du digital, vous voyez, on commence à arriver à l'origine d'Altrui, c'est de se dire comment on peut créer une communauté sur le numérique qui va promouvoir l'altruisme. Et à nouveau, c'est assez utopique, mais c'était cette idée-là, de se dire, s'il y a un moyen de faire en sorte que plus de gens aient envie d'agir, allons les chercher, ces gens-là, et allons planter des graines d'altruisme dans la tête des gens. Alors, moi, je venais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en général, c'est associé à la haine en ligne, l'addiction aux écrans, les fake news, enfin plein de choses négatives. C'est pas faux, tout ça existe, mais il y a aussi des choses exceptionnellement positives. Et il faut juste avoir un peu plus d'énergie à mettre pour que les communautés qu'on arrivera à créer ou qui existent émergent et puissent créer du mimétisme social. Parce que c'est aussi un des mots-clés que j'aime utiliser. C'est comment on va se servir des réseaux sociaux et plus globalement des canaux digitaux pour promouvoir les valeurs de l'engagement et de l'altruisme et jouer sur le mimétisme social qui fera qu'on va contaminer positivement, et là le terme est galvaudé par le Covid, mais contaminer positivement les gens et leur donner envie d'agir à leur tour. Donc voilà, l'origine d'Altrui, c'était ça, c'est de créer un mouvement numérique qui soit associatif au sens qui ne défende pas une cause en particulier, mais plutôt des valeurs d'engagement et qui essaye de propager ces valeurs au plus grand nombre possible en jouant sur la viralité, la forte viralité de tous ces canaux numériques. C'est intéressant en fait de parler de ça aussi, de la générosité à l'heure du numérique. Comment on devient généreux et comment on peut être bénévole aussi grâce au numérique, parce qu'en préparant cette table ronde ensemble, vous nous expliquez qu'on peut être bénévole en ligne maintenant. Oui, on parle beaucoup de télétravail, mais le télébénévolat, il existe. Je suis sûr que je vous apprends rien parce que dans la salle, vous êtes sûrement tous déjà passés à ça et vous avez surfé sur cette vague-là, mais il y a encore beaucoup de potentiels bénévoles, et notamment chez les jeunes adultes, étudiants ou jeunes adultes dans l'univers professionnel, qui n'ont pas encore basculé dans ce réflexe-là. C'est-à-dire, autant on peut revendiquer auprès de son employeur le fait de travailler à distance ou d'être freelance et de travailler à distance, autant le bénévolat, ce n'est pas toujours un réflexe, mais il y a énormément de choses à faire. Et chez Altrui, on a notamment un partenariat avec jeveuxaider.gouv.fr, cette plateforme gouvernementale qui est exceptionnelle, qui offre des missions de bénévolat à des milliers d'internautes. Et la particularité, c'est que ça peut se faire depuis chez soi ou près de chez soi. Donc, vous pouvez choisir d'être en présentiel ou en distanciel. Et alors, nous, étant une communauté exclusivement numérique, on n'a pas d'ancrage local, eh ben, on compte beaucoup sur ces bénévoles-là qui peuvent faire ça à distance, tout à fait. Alors, je le disais en vous présentant, Jérémy, vous êtes aussi à l'initiative d'un podcaston. Qu'est-ce que le podcaston ? Alors, merci de poser la question parce que je suis très heureux d'en parler. Altrui, on reviendra peut-être dessus sur ce que c'est exactement. C'est une logique de réseau social qui rassemble des gens, mais le podcaston, c'est une autre initiative. Et en fait, Altrui, c'est deux choses. Finalement, c'est le nom de l'association et puis c'était aussi le nom du site web. Du coup, il y a une petite confusion. Mais si on remonte d'un cran, c'est aussi donc une entité qui est organisatrice. Et le podcaston, c'est l'idée de surfer sur un autre canal du numérique, pas uniquement les réseaux sociaux, mais celui du podcast. Alors, je ne sais pas parmi vous combien ont l'habitude d'écouter des podcasts de façon régulière, mais c'est un canal qui grandit très fortement, dont on parle depuis quelques années déjà, mais qui a tendance à s'accélérer et qui a une particularité très forte dans cet univers du numérique, c'est la qualité d'écoute. En général, quand on écoute un podcast, on va au bout, ça peut durer 10, 15, 20 minutes, 1 heure, parfois 3 heures, et c'est souvent très instructif. Donc, on s'est dit, dans la petite équipe que l'on est, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce canal-là ? Bien sûr, le premier réflexe, c'est de se dire, bon, on n'a qu'à faire un podcast, mais c'est un mauvais réflexe parce que tout le monde fait ça et c'est très difficile d'émerger. Par contre, ceux qui ont réussi à émerger ont des communautés très, très fortes et on était inspiré par The Event, qui rassemble des live streamers sur le digital, mais aussi le Téléthon, qui fait ça à la télé depuis peut-être 40 ans. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qui se passerait si les podcasteurs se réunissaient tous ensemble autour d'un mouvement caritatif.
C'est ce qu'on a voulu créer, donc le podcaston, mais pas le succès du Téléthon encore. C'est un événement qui aura lieu fin mars, qui rassemble à date plus de 200 podcasteurs. Peut-être qu'on arrivera à 250, 300 au final. Et qui chacun, tous ces podcasteurs, certains très très gros avec une grosse audience, certains plus modestes mais avec la même passion et tout autant passionnants, vont faire un épisode spécial de leur podcast et la même semaine, du 25 au 31 mars, mettre en ligne cet épisode-là. Tous les épisodes étant ensuite relayés sur podcaston.org. Donc, on va dire que c'est logique de cumuler les audiences de, à date, 200 podcasts qui sont sur des thématiques en général très, très différentes, mais qui, là, la même semaine, auront le point commun de toutes mettre en avant une association, celle de leur choix. Donc, c'est une grande fête du caritatif à travers la voix et le talent de multitude de podcasteurs et de podcasteuses. Et vous vouliez revenir un peu à Altrui aussi, Jérémy, peut-être? On jongle un peu sur les deux, vous avez compris. Altrui, c'est un peu notre vitrine. C'est le concept de dire que ces communautés-là, elles peuvent... Alors, si je devais rentrer dans le détail de ce qu'est Altrui, je vous invite d'ailleurs toutes et tous à aller sur altrui.com ou sur l'application Altrui si vous voulez la télécharger. Si vous le faites, vous verrez des choses assez simples. C'est un réseau social sans but lucratif, donc déjà, il y a une inscription qui est extrêmement rapide. On n'a pas d'exploitation de données personnelles, donc on n'a pas beaucoup de données, juste un email et un pseudo. Et à partir de là, le point de départ, c'est d'aller rassembler sur le web tous les contenus qui sont positifs, /inspirants, qui donnent envie d'agir. Des contenus que vous pouvez trouver à la fois sur Le Monde, sur Brut, sur YouTube, mais qui sont souvent cachés, masqués ou pris en tenaille entre 3 faits divers, 4 homicides. On sait très bien que ce n'est pas si évident. Si je vous demande à tous d'aller me chercher un contenu inspirant, vous risquez de prendre quelques minutes, on va dire, parce que ça ne tombe pas forcément sous le nez, ou alors il faut avoir un peu de chance. Donc, on demande à notre communauté, qui sont des gens assez engagés, de rassembler, de faire ce qu'on appelle la curation, rassembler ces contenus-là au même endroit sur Altrui. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est une modération qui est faite par la communauté elle-même, avec un système un peu original, peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, sauf s'il y a des questions. Et le troisième point, c'est le repartage, puisque finalement, la particularité de ce qu'on essaye de faire, c'est que ça ne soit pas un réseau social dans lequel on consomme du contenu, mais c'est plutôt, on vient chercher de l'inspiration pour la repartager. Et donc, notre esprit, qui est peut-être un peu utopique, c'est de se dire si chacun parmi nos membres prend un contenu qui est inspirant aujourd'hui et le rediffuse, le repartage sur sa page Facebook, sur ses comptes WhatsApp, par email, on parle autour de la machine à café, on viralise positivement les choses. Et il y a plein de choses à viraliser. Alors, toutes les associations qui sont dans la salle, là, je les connais beaucoup, j'en connais beaucoup, et je sais qu'il y a certaines qui ont un site internet avec des contenus passionnants. Ces contenus, hélas, à mon goût, ils ne sont pas assez visibles, au sens qu'ils n'ont probablement pas assez de lecteurs par rapport à la qualité de ce qui est produit. Et pourtant, souvent, ce sont des témoignages terrain, des témoignages de bénévoles, des vidéos faites. Je vais prendre un exemple. On a, sur Altrui, on invite les associations à créer un espace gratuit, comme on pourrait le faire d'ailleurs sur Facebook ou sur YouTube. Et celles qui le font, prenons l'exemple de Karuna Chechen, de Mathieu Ricard, qui est un de nos principaux ambassadeurs et parrains, mais aussi Action contre la faim. Ces associations, elles republient sur Altrui les contenus qu'elles ont par ailleurs, et elles savent que sur Altrui, elles vont trouver une communauté, alors certes pas encore très grosse, mais très dynamique, de gens qui vont repropager, qui se donnent pour mission du jour de repropager, de repartager ces contenus-là, et donc d'essayer d'amplifier la visibilité de tout ça. Donc pour faire le lien avec Isabelle, nous, notre credo, c'est de se dire que ces jeunes adultes, alors c'est un cliché de dire que le numérique, c'est que les jeunes adultes, la preuve, on est tous derrière un écran aujourd'hui, mais et on n'est pas tous, que moi, jeunes, mais pardon pour la parenthèse, l'idée, c'est que ces jeunes adultes-là, il y a, entre le moment où on ne fait rien, enfin, partant du constat que certains ne font rien, et celui où on devient bénévole donateur, il y a un fossé quand même. Ce n'est pas si évident de se dire, je ne fais rien, puis tout d'un coup, ça y est, je vais être bénévole ou je vais être donateur. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est par le numérique, parce que c'est facile, on a parlé de télébénévolat, mais aussi voilà, l'accès facile au contenu, c'est de mettre des pierres sur le chemin, des pierres de guet, en fait, pour que réduire ce fossé-là et faire en sorte que si vous ne savez pas quoi faire déjà pour vous investir, commencez par prendre connaissance des récits qui sont faits par les associations ou par nos membres qui sont propulsés sur Altrui, et puis partagez-les, tout simplement comme un tract, en fait, finalement. Je prends un contenu inspirant, une vidéo d'Action contre la faim, je la tracte, donc je la repartage sur les réseaux sociaux, sur mes comptes sociaux à moi, et ça fait déjà une bonne action, plutôt que consulter une vidéo TikTok de plus. Donc c'est ça l'esprit d'Altrui aujourd'hui.
Merci Jérémy. Tout ce qui est inspirant aussi permet de lutter contre l'anxiété. Antoine, on a dit souvent aussi que la philanthropie faisait du bien. Bon, non seulement ça fait du bien, mais je pense que ça contribue en fait à la cohésion et au renforcement du lien social dans les sociétés. Je pense que c'est pas anodin de voir que finalement, depuis 40 ans, malgré les crises que peut vivre notre société, finalement, l'élan de générosité n'a jamais véritablement faibli. On est en croissance régulière de dons depuis qu'on a mis en place ces indicateurs, depuis plus de 40 ans. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, on pensait que en cas de situation compliquée, de crise forte, etc., les gens arbitreraient tout de suite en priorité leur générosité ou leur don. Et en fait, on constate que ça semble être un bien de première nécessité et pas simplement un bien un luxe que l'on se permet quand les choses vont bien. Et on a assisté en fait à une espèce de renforcement de la générosité des gens, surtout dans les périodes les plus difficiles. On l'a vu récemment avec le Covid, au moment de la crise. 2019 avait été une année un peu difficile. 2020 a été une bonne année de levée de fonds parce que je pense que les gens se sont mobilisés compte tenu du contexte général dans lequel on se situait. Donc je pense que c'est à la fois un élément de bien-être personnel, et ça je crois que ça a été assez démontré par un certain nombre de travaux et d'études, mais c'est aussi un bien-être collectif et que la société civile puisse se mobiliser sur des sujets d'intérêt général et ne pas laisser ça simplement entre les mains de la puissance publique, c'est plutôt, on va dire, un signe de bonne santé de la société, bonne santé démocratique, même si à côté de ça, il y a plein d'autres problèmes qui peuvent survenir dans le tissu économique et social. Donc je pense qu'on est face à quelque chose qui est vital. C'est un acte de première nécessité et ce n'est pas un luxe. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez ajouter des choses? Antoine, tu voulais parler du test de caramel avant de partir? Moi, j'aurais rajouté quelque chose, c'est qu'on a un invité surprise, je ne t'avais même pas prévenu. On a interrogé une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Bon, c'est très à la mode en ce moment, mais on ne pouvait pas se priver de ne pas le faire. On lui a posé la question, comment sensibiliser les scolaires à la philanthropie et à quel âge faut-il commencer? Voici la réponse. Il est important de sensibiliser les élèves à la philanthropie dès leur plus jeune âge, car cela leur permet de développer leur sens de l'empathie et de comprendre l'importance de donner aux autres. Voici quelques moyens de sensibiliser les élèves à la philanthropie. Écrit note bien Isabelle, en intégrant des activités de bénévolat dans le curriculum scolaire, comme la participation à une collecte de nourriture pour les personnes dans le besoin ou une course de levée de fonds pour une cause caritative. En organisant des conférences ou des ateliers sur la philanthropie et les différentes manières de donner aux autres. En encourageant les élèves à économiser de l'argent pour donner à une bonne cause de leur choix. En mettant en place un programme de mentorat avec des leaders locaux impliqués dans des causes caritatives. Et enfin, encourager des projets d'entreprise sociale ou de bénévolat par les élèves, par exemple, en organisant un concours de projets d'entreprise sociale ou en créant une plateforme pour les élèves afin qu'ils puissent rechercher et s'engager dans des opportunités de bénévolat. Mais il est important, par-dessus tout, de laisser le choix de la cause aux jeunes, enfin à ces enfants, à ces jeunes, de manière à ce qu'ils puissent s'y impliquer de manière encore plus offensive et encore plus empathique. C'est pas mal quand même comme réponse. Et Antoine, nous l'avons, tout est inscrit dans le cercle des petits philanthropes avant que ChatGPT soit né. Oui, en fait, ils ont puisé sur ton site internet. Exactement. Bien, alors, je ne sais pas si vous avez les uns et les autres des choses à rajouter avant qu'on passe aux questions. Est-ce que vous vouliez dire quelques mots en plus? Une page de pub, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui nous écoutent. Venez créer un compte gratuit sur altruy.com. Venez repartager vos contenus. Vous avez forcément un community manager qui va le faire sur Facebook. Ça prend 30 secondes de plus de le faire sur Altruy. Et je vous promets que ça sera une communauté très complémentaire, active, qui aura envie de liker et repartager. Ça peut être que bénéfique. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Pardon pour la pub, mais
pour la bonne cause. Merci Jérémy. J'ai eu quelques questions de prospection aussi pour Isabelle que je vous ai mis dans le sondage. N'hésitez pas à y répondre. Je vous ai fait un petit mot à tous et à toutes dans le chat, notamment 2 questions pour savoir si vous êtes déjà engagé auprès du très jeune public dans vos actions de sensibilisation et puis également si vous seriez intéressé par des opérations de sensibilisation, soit à l'école, soit avec les familles. Voilà. N'hésitez pas à répondre. Alors, dans ce cas, on a un peu d'avance, c'est bien, ça peut nous laisser le temps à pas mal de questions. Je vais poser peut-être la première qui s'adresse à Isabelle. Une personne nous disait pendant que vous interveniez en quoi le don est dramatique et pourquoi doit-il être dédramatisé, comme vous disiez Isabelle? Alors, donc, dramatique, c'était un bien grand mot, mais je l'assume, puisque dédramatiser le don. D'abord, l'enfant n'est pas dans un univers monétisé, c'est-à-dire que, comme l'a pas souligné ChatGPT, il faut leur apprendre la gestion financière. Je pense que dans l'éducation de l'philanthropie, le fait d'apprendre à l'enfant très tôt la gestion financière et l'importance de l'argent lui permet de connaître, d'avoir une approche du don qui est moins obscure. J'efface un peu le dramatique. Alors, pourquoi dramatique? C'est que l'enfant qui n'est pas dans ces circuits donc monétisés, puisqu'on lui donne à manger, on lui donne des cadeaux, on lui offre des cadeaux, on lui donne du temps, il est dans une économie sociale et solidaire, l'enfant, si on caricature un peu. Donc, quand on lui donne quelque chose, et s'il doit le donner à son tour, il faut qu'il se détache de la chose qu'on lui a donnée, et le coefficient émotif est important. Donc, il faut encadrer cette émotion pour expliquer à l'enfant le bénéfice du don qu'il va faire d'un objet qu'on lui a offert, qui a déjà une valeur affective ou autre chose. Il y a, par exemple, également des associations comme le don du sang, qui parlent du don du sang aux enfants avec des petits dessins animés ou des petites bandes dessinées. Quand on parle du don du sang à un enfant, on lui parle de sang, on lui parle de don de sang. Et donc, il faut lui expliquer pourquoi on doit donner faire ce don de sang et lui expliquer tout le contexte. Parce que pour lui, le sang, c'est un univers qui n'est pas familier. C'est-à-dire qu'il y a tout un encadrement éducatif sur le sujet que l'on doit aborder. Donc, le don d'organes, le don du sang, toutes ces explications autour du don et de l'univers dans lequel il circule doivent être encadrées d'une action éducative. Oui, parce que les sujets peuvent être inquiétants. Vous l'évoquez avec le don du sang, mais ça peut être la guerre, ça peut être plein de choses. Il faut expliquer des contextes pour que l'enfant comprenne bien. Exactement. Nous, on est intervenu, par exemple, dans une opération un peu particulière dans des pays en guerre où on donnait aux enfants des caméras. En Sierra Leone, par exemple, on donne aux enfants des caméras à la place de leur Kalachnikov. Donc, on leur enlève la Kalachnikov. Ils sont enfants soldats. On leur donne une caméra pour qu'ils deviennent reporters de guerre. Il faut leur expliquer comment on devient reporter, pourquoi on devient reporter, qu'est-ce que c'est qu'une caméra, comment fonctionne une caméra. Donc, on doit dédramatiser le don de caméra à un enfant soldat. Donc, là, c'est un exemple de l'extrême qui est encadré par des experts de haut niveau du monde entier, mais il est de même dans des opérations locales. L'enfant doit donner son doudou pour des enfants dans des orphelinats où tous les contextes doivent être encadrés d'une explication pour, entre guillemets, dédramatiser des sujets qui sont nouveaux pour l'enfant. Alors, j'ai une autre question, c'est comment convaincre les adultes, alors que ce soit les encadrants à l'école ou bien même les parents, de sensibiliser les enfants? Comment on convainc les adultes? Alors, de sensibiliser les enfants à la philanthropie et aux dons? Oui.
Enfin, comment convaincre les adultes que c'est une bonne chose de le faire? Voilà, moi j'avais préparé un PowerPoint un peu complet. Il y avait une mécanique de communication en milieu scolaire, c'est-à-dire que pour intervenir dans les écoles, par exemple, c'est une bonne question puisqu'on doit avoir l'accord des enseignants. Donc, pour avoir l'accord des enseignants, il faut leur adhésion. Pour avoir leur adhésion, il faut répondre à leurs prérogatives éducatives et être en conformité avec les socles de compétences et de performance de l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on donne à l'enseignant un outil pour emmener l'enfant vers un apprentissage qui est nouveau, en l'occurrence la philanthropie qui n'est pas au programme scolaire, mais qui est une matière transversale qui intéresse au plus haut point l'enseignant, il lui faut lui donner un outil qui n'est pas de la propagande, comme ça arrive dans certains pays, et on a vu des outils de propagande qui étaient donnés à des enseignants à leur insu et qui ne savaient pas manier, donner, quand on doit donner quelque chose, un enseignement à l'enfant, et qu'il doit devenir un ambassadeur chez lui, il faut que l'adulte ait un minimum de formation pour aider l'enseignant dans son parcours éducatif pour qu'il y ait une vraie synergie entre l'école et le foyer. Donc, c'est comment convaincre les adultes en donnant des outils qui sont adaptés à l'enseignement, au niveau des enfants et au message, et avec des messages qui sont des messages plutôt ludiques et non culpabilisants et qui permettent à l'enfant de se valoriser au sein de sa communauté. Donc c'est complexe, mais c'est ce que nous faisons depuis 3 ans et c'est toujours un plaisir parce que tous les sujets sont palpitants, parce que c'est chaque fois un nouveau challenge. De transformer, par exemple, un bulletin officiel de l'éducation nationale en jeu de société, c'est devenu chez nous un sport. Et quel sport? Est-ce que je peux juste compléter d'un mot aussi? Bien sûr. Nous, on croit beaucoup, je l'ai évoqué déjà, le mimétisme social. Et finalement, la meilleure façon de convaincre un enfant, c'est déjà de le faire soi-même. Alors, c'est sûr que faire un chèque ou envoyer un don par Internet, c'est pas très visible d'un enfant. Par contre, donner une pièce dans la rue à une personne en difficulté, aider une dame à traverser les dames ou à porter des courses pour quelqu'un qui aurait des difficultés physiques, c'est aussi un geste altruiste. Et les enfants de bas âge, j'en ai aussi, souvent sont un peu perdus par rapport à ça, mais quand ils voient qu'on le fait, puis surtout quand ils voient la réaction positive en face, c'est assez naturel qu'ils intègrent, qu'ils impriment ça dans l'esprit et qu'ils seraient tentés, on va dire, de le faire à leur tour. En tout cas, ça passe beaucoup plus facilement. Et on essaye aussi de déployer ça dans le niveau virtuel. En ligne, ça marche aussi. Hein. Vous savez, il y a ce côté égo qui, on a toujours l'air plus intelligent quand on critique, quand on est grincheux, quand on se moque, on est cynique. Sur les réseaux, ça permet d'avoir des likes, des commentaires. On a cette hormone du plaisir qui arrive. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Et quand vous mettez en avant des choses positives, des témoignages positifs, et ben, il peut y avoir ce côté qui est un peu moins, on va dire, le retour est un peu moins spectaculaire, mais il est sur plus long terme, on va dire. Et moi, je milite beaucoup pour que les gens qui font des choses bien le disent et le montrent. Je sais qu'en général, quand on est altruiste, on a plutôt tendance à être modeste et à se cacher, peut-être parfois aussi par peur qu'on nous accuse de récupération, de faire pour de l'image, mais on a quand même besoin de modèles positifs. Et voilà, donc n'hésitez pas, il faut mettre en avant ces choses bien et il faut les propager. C'est presque un acte militant, en tout cas c'est un acte engagé de repartager les actions des gens qui font des choses bien. Merci Jérémy. Oui, il faut penser souvent aux bénéfices du geste, mais de façon désintéressée, si je puis dire. C'est-à-dire que le repartager après, voilà, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver, mais c'est très important, je crois, de montrer dans le contexte un peu morose actuel qu'il y a des gens qui font des choses bien et que ça a un impact positif. Il faut le prouver, il faut le montrer, ça crée cette dynamique-là. Sinon, on laisse la parole et le terrain de jeu uniquement à ceux qui revendiquent, qui se plaignent, qui critiquent, et on a tendance à se replier sur soi. Tout à fait.
Alors, on attend encore vos questions. On a encore 10 petites minutes pour répondre à vos questions. Je peux vous donner aussi les résultats de nos sondages que j'ai lancés. Donc, pour savoir si vous étiez, vous participants, déjà engagés auprès du très jeune public dans vos actions de sensibilisation, 50% nous répondent que non. 29% disent qu'ils aimeraient bien mettre des actions en place et 21% nous disent que oui. Et enfin, si on devait mettre en place des opérations, à 54%, ce serait plutôt dans les écoles, à 38% avec les familles des donateurs à distance ou en présentiel, 1% dans les centres de loisirs. 8% pardon, dans les centres de loisirs. Voilà, Isabelle. Peut-être un petit éclairage sur la communication en milieu scolaire qui est important. Bien sûr. Il y a beaucoup d'associations dans la salle, donc il y a plusieurs manières de communiquer dans les écoles pour convaincre les adultes qui encadrent les enfants, au-delà des contraintes pédagogiques, politiques, et aussi des contraintes juridiques. Si votre association a un agrément éducation nationale et que vous êtes autorisé à communiquer au sein des écoles officiellement, c'est une voie qui est déjà tracée pour pouvoir mobiliser avec le bon discours les recteurs d'académie qui peuvent prendre le relais de votre communication et envoyer une lettre aux enseignants des écoles. Ça nous est arrivé dans plusieurs campagnes où le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères étaient impliqués, notamment sur la campagne sur l'apprentissage de la nouvelle monnaie, l'euro. Donc, on avait le cahier des charges de l'Éducation nationale, un bulletin officiel, et on a fait un jeu de société qui a été offert à toutes les écoles primaires de France. Et les recteurs d'académie ont envoyé un message à tous les enseignants pour leur dire d'accepter et motiver leur soutien. Si vous n'avez pas d'agrément, donc on peut vous aider à obtenir un agrément si vous souhaitez, c'est long, mais c'est bon. Donc, et ça fait pas mal, c'est juste que ce sont des dossiers à monter pour convaincre ce qu'on appelait avant le mammouth, qui est devenu le secours parce que la technologie ne suffit pas. Et il y a d'autres moyens qui est le marketing direct. Nous avons un contrat avec l'Éducation nationale avec le fichier des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et des partenaires qui travaillent avec nous, qui ont des fichiers des centres de loisirs, où on a des partenaires centres de loisirs qui permettent de développer une communication qui centre sur le socle de compétences et de connaissances, de manière à pouvoir communiquer dans les écoles, continuer le message dans les centres de loisirs et continuer le message dans les foyers ou en télé ou dans d'autres, en radio, partout où se trouve l'enfant, avec un message cohérent, un apprentissage qui peut se décliner dans l'espace et le temps, puisque vous pouvez démarrer avec un message école maternelle et continuer jusqu'à l'université en impliquant les jeunes dans des actions bénévolat, c'est-à-dire tout au long de sa vie, votre association peut communiquer et capitaliser sur l'apprentissage que vous allez proposer sur les nouvelles générations et sur les générations qui grandissent et peut créer un fan club qui sera partout où vous intervenez. C'est grâce à la technologie, c'est possible, n'est-ce pas, Jérémy? Évidemment, je passe une minute, non. Évidemment. Tout à fait d'accord avec ce que dit Isabelle. Alors, petit appel, puisqu'il reste une petite minute. Il y a le temps, il y a le temps. On parlait du podcaston. Il y a, comme vous l'avez compris, les podcasteurs vont tendre le micro à des associations, donc sans but lucratif. L'idée, c'est de leur permettre de s'exprimer auprès des différentes communautés. On a, nous, certains podcasteurs qui cherchent encore des associations à inviter, parce que tout le monde n'a pas toujours de contact dans ce milieu-là. Il y a la volonté de le faire, mais pas toujours les contacts. Donc, si parmi vous, il y a des gens que ça intéresse d'être interviewés auprès d'un podcasteur, alors, je ne promets pas lequel, mais il y en a certains qui cherchent, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si nos coordonnées seront diffusées, mais sinon sur podcaston.org, il y a un contact à podcaston.org ou Jérémy sur LinkedIn, Jérémy Mani. Et ça rendra service à un podcasteur qui a envie de faire quelque chose de bien. Et puis, l'idée aussi, c'est de faire un appel aux dons, à la fin de ce podcast. Donc,
ça peut toujours être des sous supplémentaires qui seront reversés à l'association en question. Donc, sentez-vous libre de nous contacter. J'ai une question qui vient d'apparaître. Auriez-vous des conseils pour sensibiliser des étudiants dans l'enseignement supérieur? Quid de la notion de class gift et d'appartenance à l'école? Est-ce que l'appartenance à l'école est moins importante aujourd'hui? Je trouve au contraire que la question d'appartenance, notamment pour ce qui concerne les filières de grandes écoles, est éminemment en fait mobilisatrice pour les alumni en fait, ou les étudiants et puis ensuite les alumni qui sont sortis de leur formation. Ce qu'on constate du fait en fait de la compétition que l'on trouve aujourd'hui sur le marché entre guillemets de l'enseignement supérieur, la nécessité de se raccorder en fait à des flagships de représentation des écoles de la formation qu'on a suivies sont en général des éléments de rassemblement, de renforcement de liens. Et on voit bien que on parlait lors d'une précédente conférence du Give Back, l'idée que je rends au collectif ce que j'ai reçu à titre privé, ça s'inscrit évidemment encore plus pour des gens qui ont, grâce à leurs études, grâce à leur formation, atteint des positions éminentes dans la société en ayant des situations financières, sociales, etc., plutôt enviables, de dire je vais quand même rendre à l'intérêt général ce que j'ai pu recevoir grâce finalement comment dire, à l'effort qu'a entrepris la société pour me permettre de faire ces études, ma famille et la société. Donc je pense que la question de l'appartenance, la question de l'importance comment dire, de la reconnaissance de son propre drapeau. J'appelle ça un drapeau, en fait. C'est ce à quoi je peux me raccrocher en termes d'identité au niveau de mes diplômes et de ma formation, est un élément qu'il faut creuser encore plus. Et il faut vraiment travailler sur ce volet-là pour amener les anciens élèves et puis les étudiants, les anciens élèves, à contribuer aux besoins de financement de son école ou de son université. Et en tout cas, un phénomène qui n'existait pas quand j'étais étudiant, il y a beaucoup maintenant d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs qui imposent dans le cursus un certain nombre d'heures de bénévolat. Nous, on est souvent contactés, j'imagine que toutes et tous aussi, par des étudiants qui disent devoir faire 20, parfois 70 heures de bénévolat. Alors, bien sûr, dans le lot, il y a certains qui ont juste besoin d'une signature et qui ne font pas grand-chose derrière, mais il y en a d'autres, et je vais prendre hommage plutôt à ceux-là, qui sont extrêmement contents de pouvoir le faire. Alors, en tout cas, il y a 20 ans, c'était plutôt faire des stages et c'est tout. Aujourd'hui, c'est stages plus action de bénévolat, dont beaucoup qui le font à cœur. Donc, c'est quand même une évolution positive, je trouve, dans le milieu étudiant. C'est vrai que si, comme le dit Isabelle, on commence dès la maternelle à expliquer aux élèves qu'ils doivent se mobiliser dans un cadre philanthropique, quand ils viendront étudiants et puis ensuite post-étudiants, ils seront encore plus dans cette pratique. Exactement. Quand je disais au début de l'intervention que c'est une affaire culturelle, quand on compare en fait les systèmes anglo-américains, les systèmes européens continentaux, on voit bien qu'il y a un écart de mobilisation sur les sujets de philanthropie. Les Américains ont donné en 2022 485 milliards de dollars à des causes associatives, alors que nous on parle plutôt en France de 8,5, 9 milliards d'euros annuels. Si on ramène ça à la population, à la richesse, on devrait être à 40 milliards ou à 35 milliards. Donc on voit bien que malgré un système de fiscalité incroyablement favorable, même aussi pour les Français, les Anglo-Américains sont beaucoup plus généreux parce que c'est une affaire à la fois éthico-religieuse, probablement, culturelle, et puis une éducation qui, depuis le tout jeune âge, on les habitue à ce type d'exercice philanthropique. Et de faire avec, par exemple, au sein de l'école, entre les classes, en fait, de créer de l'émulation entre les étudiants des grandes écoles et d'autres. Nous, on a fait des opérations avec 3 écoles pour le tirelire de l'espoir du professeur Deloche. On a mobilisé une école de design, une école de commerce et une école de gestion. Et on les a challengés pour qu'ils puissent nous aider à contacter les alumni.
Et en fait, ça fait un effet démultiplicateur qui est étonnant. C'est-à-dire que quand les étudiants adhèrent à la cause, on leur a bien présenté et qu'on leur a bien, qu'on a bien préparé aussi, parce qu'il faut un peu huiler les réseaux, ça peut vraiment être un effet démultiplicateur important. Alors, les étudiants avec les alumni de leurs écoles, pour se valoriser, comme le dit Antoine, au sein de leur famille, de leur communauté, et de montrer que les études qu'ils ont faites sont rayonnantes, apprendre à coopérer et collaborer, ça fait partie aussi du système. Mais quand on le fait également, on a eu des expériences dans une école maternelle et primaire, avec un élément fondamental, c'est que les associations sont venues se présenter auprès des élèves. Je pense que c'est important aussi, on a oublié de le dire, le ChatGPT l'a pas dit non plus, Antoine. L'association doit aller au-devant des enfants et des élèves dans un cadre, de manière à expliquer ce qu'ils font. L'Internet ne suffit pas. Il faut que les bénévoles ou des acteurs de l'association viennent au-devant des enfants pour pouvoir parler de la cause. Donc, dans une école primaire, on a fait venir 3 associations à la demande des élèves et ils ont choisi l'association. Et grâce à ce choix, elles ont fait des torchons imprimés et on leur a appris à les vendre. Elles ont voulu le vendre au monde entier. Avec une école de 300 enfants, ils ont levé 8 000 €. C'est important quand même. C'est-à-dire que techniquement, on leur a donné les techniques, on leur a donné la motivation et l'ambiance, en fait, et le cadre juridique. Et les jeunes, eh ben, ils ont développé leur imaginaire, donné des nouvelles solutions, touché toutes les cordes sensibles sur 3 générations. Ils ont été fabuleux. Et quand ils sont revenus en disant alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Antoine, ton micro. Oui, et puis on est arrivé au terme de l'heure. Sinon, on a jusqu'à 9h du soir. Ouais. En tout cas, il y a une question, il y a quelqu'un qui demande si le Cercle des petits philanthropes a un site. Oui, ça on a répondu. Bon, on a une dernière question si vous avez 5 minutes devant vous, parce que là, on est en train de dépasser du créneau, mais voilà, on se donne 3 minutes pour y répondre. On nous demande, avez-vous des statistiques sur la philanthropie en Afrique et qui sont les donateurs, les différences entre les pays francophones et anglophones, voire arabophones? Moi, j'ai malheureusement pas de chiffres. Ce que l'on sait, c'est que cette philanthropie se développe aussi maintenant dans les pays, les pays qu'on appelle du Sud, des philanthropies qui parfois ressemblent un peu côté anglo-saxon au système anglo-américain, parce qu'on a aussi des dominantes en termes culturels, avec des milliardaires qui donnent et puis une foule de petits donateurs grâce au smartphone, etc. On commence à avoir un peu de générosité grâce à ces solutions. Côté francophone, on a une approche peut-être un peu plus latine sur cette partie d'Afrique. Et on sent qu'il y a un début d'ébullition à ce niveau. Et on commence à envisager des collectes de fonds au plan local, ce qu'on ne pensait pas il y a encore une quinzaine d'années. Malheureusement, on n'a pas encore de statistiques. En tout cas, moi, je n'ai pas de statistiques entre les mains sur l'Afrique. Ok, merci Antoine. Je vais vous remercier toutes et tous déjà d'avoir suivi cette conférence. Merci Isabelle Sidbon, merci Jérémy Mani en direct du Canada de nous avoir rejoints, et puis merci à Antoine Vaccaro. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Et puis, petite chose, Antoine, on pourra mettre à disposition éventuellement la présentation d'Isabelle ou de Jérémy si nos auditeurs, auditrices veulent. Bien sûr. Voilà. Nous remercions Chloé d'avoir bien animé cette séance. Avec grand plaisir. Et puis, peut-être à tout à l'heure pour la plénière de clôture. À tout à l'heure. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.